Devinant cet homme un nouvel ennemi, Buck, le regard rouge, le poil hérissé et les crocs visibles sous la lèvre retroussée, se rua contre les barreaux de sa cage avec un véritable hurlement. L'homme eut un mauvais sourire. Il posa sa pipe et s'étant muni d'une hache et d'un énorme gourdin, il se rapprocha d'un pas délibéré. « Dis donc, tu ne vas pas le sortir, je pense » s'écria un des porteurs en reculant. « Tu crois ça? Attends un peu » fit l'homme, insérant d'un coup sa hache entre les planches de la caisse. Les assistants se hâtèrent de se retirer et reparurent au bout d'un peu d'instants, perchés sur le mur de la cour, en bonne place pour voir ce qui allait se passer. Lorsque Buck entendit résonner les coups de hache contre les parois de sa cage, il se mit debout et, mordant les barreaux, frémissant de colère et d'impatience, il attendit. « À nous deux, l'ami. Tu me feras les yeux doux tout à l'heure, » grommela l'homme au maillot rouge. Et dès qu'il eut pratiqué une ouverture suffisante pour livrer passage à l'animal, il rejeta sa hache et se tint prêt, son gourdin bien en main. Buck était méconnaissable, l'œil sanglant, la mine hagarde et farouche, l'écume à la gueule, il se rua sur l'homme pareil à une bête enragée. Mais au moment où ses mâchoires de fer allaient se refermer en étau sur sa proie, un coup savamment appliqué, en plein crâne, le jeta à terre. Ses dents s'entrechoquent violemment. Mais se relevant d'un bond, il s'élance plein d'une rage aveugle. De nouveau, il est rudement abattu. Sa rage croît, 10 fois, 20 fois. Il revient à la charge, mais à chaque tentative, un coup formidable, appliqué de main de maître, arrête son élan. Enfin, étourdi, hébété, Buck demeure à terre, haletant. Le sang dégoutte de ses narines, de sa bouche, de ses oreilles. Son beau poil est souillé d'une écume sanglante. La malheureuse bête, sans son cœur généreux, prêt à se rompre de douleur et de rage impuissante. Alors l'homme fait un pas en avant et froidement, délibérément, prenant à 2 mains son gourdin, il assène sur le nez du chien un coup terrible. L'atroce souffrance réveille Buck de sa torpeur. Aucun des autres coups n'avait égalé celui-ci. Avec un hurlement fou, il se jette sur son ennemi. Mais sans s'émouvoir, celui-ci empoigne la gueule ouverte et broyant dans ses doigts de fer la mâchoire inférieure de l'animal, il le secoue, le balance et finalement, l'enlevant de terre à bout de bras, lui fait décrire un cercle complet et le lance à toute volée contre terre, la tête la première. Ce coup, réservé pour la fin, lui assure la victoire. Buck demeure immobile, assommé. « Hein, crois-tu qu'il n'a pas son pareil pour mater un chien ?» crient les spectateurs enthousiasmés. « Ma foi, dit l'un d'eux, en s'en allant, j'aimerais mieux casser des cailloux tous les jours sur la route et 2 fois le dimanche que de faire un pareil métier. Ça soulève le cœur. » Buck, peu à peu, reprenait ses sens, mais non ses forces. Étendu à l'endroit où il était venu s'abattre, il suivait d'un œil atone tous les mouvements de l'homme au maillot rouge. Celui-ci se rapprochait tranquillement. « Eh bien, mon garçon, fit-il avec une sorte de rude enjouement, comment ça va-t-il? Un peu mieux, hein? Paraît qu'on vous appelle Buck, ajouta-t-il en consultant la pancarte appendue au barreau de la cage. Bien. Alors, Buck, mon vieux, voilà ce que j'ai à vous dire. Nous nous comprenons, je crois. Vous venez d'apprendre à connaître votre place. Moi, je saurai garder la mienne. Si vous êtes un bon chien, cela marchera. Si vous faites le méchant, voici un bâton qui vous enseignera la sagesse. Compris, pas vrai? Entendu. Et sans nulle crainte, il passa sa rude main sur la tête puissante, saignant encore de ses coups. Buck sentit son poil se hérisser à ce contact, mais il le subit sans protester, et quand l'homme lui apporta une jatte d'eau fraîche, il but avidement. Ensuite, il accepta un morceau de viande crue que l'homme lui donna bouchée par bouchée. Buck, vaincu, venait d'apprendre une leçon qu'il n'oublierait de sa vie. C'est qu'il ne pouvait rien contre un être humain armé d'une massue. Se trouvant pour la première fois face à face avec la loi primitive, envisageant les conditions nouvelles et impitoyables de son existence, il perdit la mémoire de la douceur des jours écoulés et se résolut à souffrir l'inévitable. D'autres chiens arrivaient en grand nombre,
les uns dociles et joyeux, les autres furieux comme lui-même. Mais chacun à son tour apprenait sa leçon. Et chaque fois que se renouvelait sous ses yeux la scène brutale de sa propre arrivée, cette leçon pénétrait plus profondément dans son cœur. Sans aucun doute possible, il fallait obéir à la loi du plus fort. Mais quelque convaincu qu'il fût de cette dure nécessité, jamais Buck n'aurait imité la bassesse de certains de ses congénères qui, battus, venaient en rampant lécher la main du maître. Buck, lui, obéissait, mais sans rien perdre de sa fière attitude, en se mesurant de l'œil à l'homme abhorré. Souvent, il venait des étrangers qui, après avoir examiné les camarades, remettaient en échange des pièces d'argent, puis emmenaient un ou plusieurs chiens, qui ne reparaissaient plus. Buck ne savait ce que cela signifiait. Enfin, son tour vint. Un jour, parut au chenil un petit homme sec et vif, à la mine futée, crachant un anglais bizarre, panaché d'expressions inconnues à Buck. « Sacré matin !» cria-t-il en apercevant le superbe animal. « V'là un damné failli chien. Le diable m'emporte. Combien ? 300 $. Et encore. C'est un vrai cadeau qu'on vous fait, répliqua promptement le vendeur de chiens. Mais c'est l'argent du gouvernement qui danse, hein, Perrault ? Pas besoin de vous gêner. Perrault se contenta de rire dans sa barbe. Certes, non, ce n'était pas trop payer un animal pareil, et le gouvernement canadien ne se plaindrait pas quand il verrait les courriers arriver moitié plus vite que d'ordinaire. Perrault était connaisseur, et dès qu'il eut examiné Buck, il comprit qu'il ne rencontrerait jamais son égal. Buck, attentif, entendit tinter l'argent que le visiteur comptait dans la main de son dompteur. Puis Perrault siffla Buck et Curly, Terre-Neuve d'un excellent caractère, arrivés depuis peu et qu'il avait également acheté. Les chiens suivirent leur nouveau maître. Perrault emmena les 2 chiens sur le paquebot Narval, qui se mit promptement en route, et tandis que Buck, animé et joyeux, regardait disparaître à l'horizon la ville de Seattle, il ne se doutait guère que ses yeux contemplaient pour la dernière fois les terres ensoleillées du sud. Bientôt, Perrault descendit les bêtes dans l'entrepont et les confia à un géant à face basanée qui répondait au nom de François. Perrault était un franco-canadien suffisamment bronzé, mais François était un métis indien franco-canadien beaucoup plus bronzé encore. Buck n'avait jamais rencontré d'homme du type de ceux-ci. Il ne tarda pas à ressentir pour eux une estime sincère, bien que dénuée de toute tendresse, car s'ils étaient durs et froids, ils se montraient strictement justes. En outre, leur intime connaissance de la race canine rendait vain tout essai de tromperie et leur attirait le respect. Buck et Curly trouvèrent 2 autres compagnons dans l'entrepont du Narval. L'un fort matin d'un blanc de neige, ramené du Spitzberg par le capitaine d'un baleinier, était un chien au dehors sympathique mais d'un caractère faux. Dès le premier repas, il vola la part de Buck. Comme celui-ci indigné s'élançait pour reprendre son bien, la longue mèche du fouet de François siffla dans les airs et, venant cingler le voleur, le força de rendre le butin mal acquis. Buck jugea que François était un homme juste et lui accorda son estime. Le second chien était un animal d'un caractère morose et atrabilaire. Il sut promptement faire comprendre à Curly, qui multipliait les avances, sa volonté d'être laissé tranquille. Mais lui, du moins, ne volait la part de personne. Dave semblait penser uniquement à manger, bâiller, boire et dormir. Rien ne l'intéressait hors de lui-même. Quand le paquebot entra dans la baie de la Reine Charlotte, Buck et Curly pensèrent devenir fous de terreur en sentant le bateau rouler, tanguer et crier comme un être humain sous les coups de la lame. Mais Dave, témoin de leur agitation, levant la tête, les regarda avec mépris. Puis il bâilla et, se recouchant d'eux sur l'autre côté, se rendormit tranquillement. Les jours passèrent longs et monotones. Peu à peu, la température s'abaissait. Jamais Buck n'avait eu si grand froid. Enfin, l'hélice se tut et le navire demeura immobile, mais aussitôt une agitation fébrile s'empara de tous les passagers. François accoupla vivement les chiens et les fit monter sur le pont. On se bousculait pour franchir la passerelle, et tout à coup, Buck se sentit enfoncé dans une substance molle et blanche, semblable à de la poussière froide et mouillée. Il recula en grondant. D'autres petites choses blanches tombaient et s'accrochaient à son poil. Intrigué,
Il en happa une au passage et demeura surpris. Cette substance blanche brûlait comme le feu et fondait comme l'eau. Et les spectateurs de rire. Buck était excusable pourtant de manifester quelque surprise en voyant de la neige pour la première fois de sa vie.